All right, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous à nouveau. Maître Kaufmann, vous avez la parole pour les observations finales pendant 30 minutes. Je vous en prie. Thank you, Madam President. Maître Kaufmann, merci Madame la Présidente, Mesdames les juges. Je n'entends pas présenter une réplique très longue. La défense a déjà fait ses plaidoiries de façon exhaustive et s'en tient à ce qui a été dit et présenté. Cela étant, je n'ai pas le choix que de répondre à certains des arguments les plus flagrants formulés par les représentants légaux des victimes et par l'accusation. Je vais commencer par Monsieur le procureur, Monsieur Nichols, qui a tenté de vous convaincre que j'avais admis que nous ne pouvions pas faire confiance de quoi que ce soit qui sorte de la bouche de Monsieur Duterte. Eh bien, disons qu'il a pris les choses hors contexte. Ce que j'ai dit en réalité, ce que tout le monde a compris d'ailleurs, c'est que les discours de Duterte seuls ne sont pas suffisants pour étayer les charges à son encontre. Et mon contradicteur est apparemment d'accord parce qu'il a dit « jetez-les du revers de la main pour les fins de la confirmation des charges, car même sans les discours, nous disposons de suffisamment d'éléments pour confirmer les charges. » Ensuite, il a salué le fait qu'il avait réussi à trouver et j'insiste sur le nombre, un exemple d'un ordre direct, d'après lui, émanant de Duterte pour tuer. Et c'est ce qui est repris dans l'incident numéro 1. Donc, au fin du compte-rendu, permettez-moi de préciser ce que j'ai dit. Je le réitère. Je fais référence à la transcription 4, page 65, ligne 14 et suivante. Et je cite, « Le P26 qui, expurgé, prétend que M. Duterte avait téléphoné à une tierce personne expurgée pour ordonner cette opération, et il s'est fait dire que c'était le maire au téléphone. » Pur oui-dire, c'est ce que j'ai dit lors de l'audience. Et je m'en tiens à ce que j'ai dit, car j'avais compris que M. Nichols m'avait pris en défaut. Je suis retourné vérifier la transcription du compte-rendu et j'ai examiné cela minutieusement. Et encore une fois, je cite P26 tel que cela ressort de la déposition. J'ai demandé qui a appelé et la troisième personne, donc, dont le nom est expurgé, a dit Superman. Et pour que les choses soient claires, l'enquêteur du procureur a ensuite demandé au P26 est-ce que la personne qui a répondu, la personne dont le nom est expurgé, la réponse est oui. Alors, je répète ce que j'ai présenté précédemment. C'est du oui-dire pur et simple, ni plus ni moins. La réfutation de M. Nichols est en réalité une façon de dire que Kaufmann a signalé quelques problèmes et laissant le soin à la Chambre d'apprécier les faits. Et pour cela, il préférait laisser croupir en prison Duterte. Aux États-Unis, on dit que c'est une sorte de fuite en avant. Pour ce qui concerne les représentants légaux des victimes, j'ai fait preuve de retenue jusqu'à présent. J'ai été très respectueux envers les familles de ceux qui ont perdu un être cher, et je répète cette expression de sympathie que j'ai faite d'emblée lorsque j'ai pris la parole au nom de la défense. Mais je voudrais cependant rappeler à mes collègues représentants légaux des victimes que ce ne sont pas des mini-procureurs. Et se livrer à des allégations devant la chambre préliminaire selon lesquelles de nombreux enfants ont perdu la vie est tout à fait déplacé et inapproprié. Sa position ainsi que celle de ses collègues sont le reflet des rapports de presse, c'est-à-dire un mépris pour les éléments de preuve. D'ailleurs, ils n'ont pas cité un seul élément de preuve. C'est pour cela que Mme Massida est assise à côté d'eux. En effet, l'intérêt des médias pour cette affaire a été intense. Mais on a suivi une tendance familière
c'est-à-dire que Rodrigo Duterte est enfin derrière les barreaux et c'est là qu'il mérite d'être. Moi, je parle de garantie judiciaire, de procès équitable, de la présomption d'innocence. Mais à quoi sert tout cela si le monde entier a déjà jugé et condamné et a fait des appels émotionnels pour justifier les arguments, pour justifier leur position? Qu'en est-il de la présomption d'innocence? M. Botoyan parle de menaces émanant de Mini Duterte. Il a dit que des gens sont menacés par les clones de Duterte dans des pays partout dans le monde. Il vous dit que Rodrigo Duterte aurait converti des milliers de citoyens respectueux de la loi en hors-la-loi, sanguinaires. Des milliers, sinon des millions. Quelle insulte aux Philippins et à la nation philippine. Et M. Botoyan de conclure en présentant un ultimatum émotionnel. Confirmer les charges ou alors Duterte sera celui qui aura battu la CPI. Ce sont les mots qu'il a utilisés d'ailleurs. Ces arguments étaient assez uniques en leur genre devant cette Cour et tout à fait sans pertinence eu égard à la raison de cette procédure. Pour ce qui concerne les médias nationaux aux Philippines, la situation est guère meilleure. Et je dirais même qu'il y a eu une ingérence dans cette affaire au plus haut niveau. On s'est fondé non pas sur des documents que j'ai inventés moi-même, mais sur des documents qui m'ont été remis par l'accusation elle-même. Des documents à décharge. Ils disent que j'ai prononcé un discours politique et que mes moyens de défense manquent de fond. Alors que j'ai passé plus de temps que l'accusation et les représentants légaux des victimes à contester les éléments de preuve. On me dit que je pinaille. Heureusement, nous avons cette chambre qui respecte la présomption d'innocence et qui croit à la nécessité d'examiner et d'apprécier les éléments pour voir si l'accusation a respecté la norme, atteint le seuil d'administration de la preuve. Nous sommes chanceux d'avoir des juges comme vous qui vont apprécier les éléments de façon professionnelle et impartiale. Et nous savons que votre honorable chambre, même si vous avez eu des difficultés avec des expurgations qui ont réduit considérablement notre capacité à faire des observations exhaustives en audience publique, nous savons que cette chambre va apprécier les éléments de façon fidèle et impartiale. Nous avons présenté une analyse du droit et des incidents incriminés. Nous avons fait de notre mieux pour respecter les restrictions qui nous ont été imposées et nous en sommes tenus aux documents de notification de charges et aux mémoires de préconfirmation. Ces expurgations n'ont pas été apportées ça et là, elles ont été assez générales, de sorte que rien d'intelligible n'est resté des 49 incidents dont nous avons parlé, pour que le public puisse savoir de quoi il retourne. Permettez-moi simplement de vous donner un exemple de la version publique du mémoire de préconfirmation afin que toute la planète comprenne de quoi il s'agit. Il en va de même pour les expurgations appliquées aux identités et aux rôles des différents criminels qui coopèrent avec l'accusation. Je trouve cela injuste et contraire à l'esprit même de la transparence qui est censé régir la procédure devant cette Cour. Je me suis rapproché de mon contradicteur de l'accusation et je me suis plaint du fait que la nature des expurgations fait que la plupart des arguments significatifs que j'ai présentés, notamment les attaques contre les éléments de preuve prouvant ou étayant les 78 morts, m'obligeraient à passer à huis clos. Ne vous inquiétez pas, m'a-t-il dit. Nous allons diffuser et publier une version non expurgée ou moins expurgée de notre document de notification des charges et de notre mémoire de préconfirmation. Merveilleux, je me suis dit, c'est merveilleux. Mais en réalité, ce qu'on a obtenu, c'est un document qui divulgue uniquement le nom de 8 de ces soi-disant co-auteurs et qui a causé toute une tempête aux Philippines. Cela a causé même le secrétaire de l'Intérieur qui a commencé à essayer de retracer les allées et venues de ces soi-disant co-auteurs. L'accusation a également divulgué le nom de certaines victimes triées sur le volet, ce qui lui a permis à elle et à elle seule de parler en audience publique de certains événements qu'elle juge cruciaux pour sa thèse.
Et dès lors, je puis vous dire, Madame la Présidente, qu'il y a une véritable inégalité des armes avec laquelle doit composer la défense, ce qui doit défendre un client face à la population, à la communauté internationale, devant la Cour pénale internationale. Cette inégalité des armes aux yeux du public s'exprime d'une manière qui permet à l'accusation de contrôler le narratif en imposant des demandes d'expurgation arbitraires, alors que la défense ne peut s'attaquer qu'à la quintessence des charges de façon en diagonale ou à huis clos, y compris l'incident très contesté de l'enregistrement vidéo de surveillance. J'espère néanmoins avoir trouvé le moyen de contourner cela en vous renvoyant aux éléments qui sont importants et qui figurent au dossier. Nous vous faisons confiance, nous sommes certains que vous allez voir les problèmes auxquels nous nous sommes heurtés du fait que nous n'avons pas pu tout présenter en audience publique. Mais je puis vous assurer que les faiblesses générales que nous avons recensées sont prévalentes et sont récurrentes à tel point que la valeur totale de la matrice probatoire des éléments présentés par l'accusation ne respecte même pas le seuil des motifs substantiels qu'il faut satisfaire. Et je vais résumer de nouveau ces faiblesses au fin du compte-rendu. Des paliers de oui-dire, de la conjecture, une dépendance excessive sur des éléments de preuve de la part de complices à qui la CPI a offert l'immunité, des déclarations contradictoires de la part de participants à des crimes et l'absence quasi totale de preuves criminalistiques ou documentaires concernant ces documents. Il ne suffit pas de faire valoir que l'administration Duterte les a détruites, car rien ne le prouve. Ce sont des accusations légères et gratuites. Et lorsqu'il existe des documents, l'accusation s'empresse de se fonder sur ces documents. Mais quel est ce seuil, c'est-à-dire les motifs substantiels de croire? À l'évidence, ce n'est pas le critère au-delà de tout doute raisonnable, c'est la norme d'administration de la preuve au niveau du procès, mais c'est le seuil de motif raisonnable de croire qui est nécessaire pour la délivrance d'un mandat d'arrêt. Permettez-moi de faire une analogie qui a été présentée par M. Boutouya. Le navire a déjà levé les voiles pour laisser les victimes amarrées sur une île. Madame la Présidente, Mesdames les juges, le bateau en question, c'est le processus de confirmation et nous sommes tous des passagers à bord de ce navire. Et l'accusation, les éléments de preuve à charge, sans l'accusation, il y a aussi les éléments à décharge ou potentiellement à décharge, les oui-dire, les contradictions. Ce sont les roches et les requins dans l'eau. Combien de requins est-ce qu'on a recensé et combien de roches est-ce qu'on vous a montré, Madame la Présidente? Est-ce que vous achèteriez un tel bateau s'il existait des motifs substantiels de croire que le bateau risquerait de couler s'il se heurtait à un de ces périls? Permettez-moi de parler d'un critère en termes plus juridiques. La norme retenu, c'est-à-dire les motifs substantiels de croire. S'agissant d'un incident discret, par exemple, au paragraphe 38 de la décision relative à la confirmation des charges dans l'affaire Saïd, précise qu'il existe des preuves concrètes et tangibles démontrant qu'il existe un lien clair sous-tendant les allégations spécifiques. Et en passant, cette citation reconnaît le fait que chacun des incidents contenus dans le document de notification des charges doivent être prouvés conformément à la norme d'administration de la preuve applicable avant de renvoyer l'affaire en procès. Et c'est ce que j'invite la Chambre préliminaire à faire en l'espèce. De nombreux journalistes m'ont assailli à l'extérieur de ce bâtiment pour demander si j'ai fait des rapports
à l'ancien président sur la procédure. Et je leur ai répondu que oui, parce que c'est mon devoir. Il est de mon devoir en tant qu'avocat de faire un rapport à mon client. Sinon, ce serait contraire à notre déontologie. Et on me demande systématiquement que pense-t-il de l'affaire. Eh bien, permettez-moi d'éclairer un peu votre lanterne. Pour une bonne partie de cette année, nous avons débattu de la question de la compétence et de l'aptitude à être jugé. Vous avez rendu votre décision, Madame la juge. Même si vous avez estimé qu'il est apte à être jugé, permettez-moi de vous parler un peu de ce qu'il se passe en détention. Il est un peu moins d'1 kilomètre d'ici. Je me permets d'abord de vous parler de sa réaction à la demande de l'accusation et des victimes à ce qu'il soit présent. Je ne vous cacherai pas que je pensais que ce serait une bonne idée pour lui de se présenter, non pas pour satisfaire un désir de l'accusation et des victimes qui veulent désespérément le mettre face à ses accusateurs pour qu'ils le pointent du doigt. Je ne voulais pas décevoir ses partisans. C'était ça, ma logique. Ces mini-clones de Duterte, comme M. Bouteilla les appelle, qui ont été privés de voir leur ancien président bien-aimé depuis longtemps. Et je lui ai dit que vous auriez pu rejeter sa demande à renoncer à être présent. Il a même préparé un baron spécial pour qu'il n'ait pas apporté un costume qui... Et donc, c'est ce costume bleu que l'on voit encore sur le site de la CPI, et je vous demande d'ailleurs de retirer cette photo, qui le montre maigre et chétif, mais il a pris sa décision, et en tant que conseiller de la défense, j'ai respecté son choix. Hier, à la fin de la journée, lorsque vous nous avez accordé une pause, je suis allé le voir en prison, j'ai passé 1 heure avec lui. J'ai essayé d'échanger avec lui concernant les éléments de preuve. Il a perdu tout désir de poursuivre la conversation après 1 minute. J'ai proposé de lui montrer quelques extraits de la confirmation des charges, quelques minutes de l'intervention du procureur, quelques minutes de Mme Massida, dans l'espoir que cela le stimulerait davantage. Et je lui ai montré aussi quelques-unes de mes interventions. Il a secoué la tête et je l'ai supplié. Je lui ai dit, « Monsieur, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez ce que nous faisons. Nous faisons de notre mieux pour vous tirer d'affaire. » Mais encore une fois, il a poliment décliné. Et je lui ai dit, « Mais pourquoi ?» Je lui ai dit, « Mais écoutez, monsieur, ne comprenez-vous pas qu'ils vous accusent de meurtre? Ils disent que vous avez tué des milliers de personnes lorsque vous étiez maire et lorsque vous étiez à la tête de votre pays. » Après quoi, il a répété la question qu'il m'a toujours posée depuis plus d'1 an maintenant. Comment est-ce que j'ai fait cela d'après l'accusation? Alors je lui ai répondu, jusqu'à lundi, je pensais que c'était à cause de vos discours. Mais là, le procureur a dit aux honorables juges de cette cour l'autre jour, jetez-les, ces discours, ils ne sont pas nécessaires aux fins de la confirmation des charges. Il prétend avoir suffisamment d'éléments de preuve supplémentaires sans les discours truculent. Et l'ancien président m'a répété la question, mais moi je n'ai jamais tué qui que ce soit, voilà qu'il parle de milliers de morts. Et j'ai tenté de lui expliquer des concepts assez abstraits comme la coaction indirecte. Et là, il a tout simplement perdu tout intérêt, et qui peut lui en vouloir? Comme je l'ai dit, c'est le seul moyen très technique au moyen duquel l'accusation peut établir un lien artificiel entre lui et des activités qui n'ont rien à voir avec lui. Et comment lui dire après que les personnes qui lui font des reproches et qui l'accusent sont en fait des criminels auto-avoués qui coopèrent avec l'accusation et dont les noms ne peuvent pas être révélés en public. Et là, j'ai évoqué cette notion qu'a évoquée l'accusation, c'est-à-dire les remords. J'ai dit qu'ils ne seraient pas poursuivis par la CPI ni ailleurs dans le monde. Ils vont être réinstallés avec de nouvelles identités. Monsieur Duterte, l'ex-procureur, comme moi, ne peut pas comprendre l'équité de cette démarche. Le fait de se fonder sur, non pas un criminel, mais plusieurs criminels vicieux pour l'incriminer lui, alors que lui était censé bénéficier de la présomption d'innocence. Pourquoi ne pas donner le nom de ces témoins coopérants? Parce que, hormis nous, c'est la seule personne qui a le droit de savoir qui l'accuse. Il m'a dit qu'il n'a jamais entendu
parler de l'un d'entre eux à part deux, dont il a un vague souvenir depuis l'époque où il était maire. Sur le premier, il a simplement dit c'est un menteur. Et concernant le deuxième, il a dit c'est un malfrat. Et dans l'esprit qui a animé sa renonciation, il m'a dit Monsieur Kaufman, Nick, j'ai fait mon devoir, j'ai mon héritage. Allez au prétoire et faites votre travail, mais je ne peux plus vous aider. Je ne me souviens plus du tout, je ne peux pas faire de commentaires sur des personnes que je ne connais pas ou sur des statistiques qui n'ont aucun sens pour moi. Et de conclure, il a dit ceci. J'ai été un fidèle serviteur du peuple et c'est comme cela que j'aimerais qu'on se rappelle de moi. J'ai accepté mon destin et je me rends compte que je pourrais mourir en prison. Et sur cette note très sombre, mon équipe et moi avons compris qu'il n'était plus nécessaire de poursuivre la conversation. Nous avons essayé de faire une trêve de plaisanterie, une trêve pour plaisanter. Nous lui avons dit que le mois prochain, il aura 81 ans et qu'il y a une localité qui a été renommée à l'extérieur de la CPI. De nombreux pèlerins qui viennent en visite à La Haye pour se rapprocher de lui, de sa présence, même s'ils ne peuvent pas le voir en personne. Nous lui avons rappelé la montagne de cartes et de fleurs qu'on lui envoie au quartier pénitentiaire et aux locaux de la prison pour souligner son anniversaire de 81 ans. Nous avons dû apporter 2 sacs pour transporter toutes ces cartes et les ramener dans nos bureaux. Des bouquets de fleurs tellement nombreux que la prison a dû faire venir un camion pour les transporter. Les fleurs qui avaient été présentées de telle manière qu'elles étaient désirables. Et donc le personnel a dû les éviter lorsqu'on a su qui avait apporté ces fleurs. Elles ont fini par pourrir, on a dû les jeter. Nous avons montré des photos de sa famille également. Nous lui avons montré des photos de sa fille la plus jeune, Veronica, Kitty, qui lui écrit tous les jours, tellement souvent que les lettres s'empilent dans sa cellule. Il a commencé à sourire. On lui a montré des photos d'événements aux Philippines avec Paolo Poulan qui était présent. Et il a souri en nous parlant de ses souvenirs quand il était jeune à Davao. Nous lui avons également montré des photos de Philippins, de foule aux Philippines. Et là, finalement, on a vu la fierté se dessiner sur son visage. Madame la Présidente, il est très facile de choisir comme cible un ancien procureur, un ancien politicien, parce qu'il représentait certaines politiques. Mais si Roberto Duterte est coupable de quoi que ce soit, il est coupable d'avoir tenu des propos désagréables. Mais il n'a tué personne. En tout cas, sur la base des éléments de preuve présentés par l'accusation, rien n'établit de lien direct entre Rodrigo Duterte aux 78 morts allégués. C'est pourquoi l'accusation se fonde sur quelques individus volubiles au sein de l'administration de Duterte en les qualifiant de co-auteurs simplement pour superimposer leur plan commun fantaisiste, établissant un lien entre Rodrigo Duterte et les co-auteurs. Madame la Présidente, je vous invite vivement à ne tenir compte que des éléments de preuve. Faites fond sur vos années d'expérience et surtout, soyez guidés par des éléments de preuve cohérents, par votre bon sens. Je vous implore de ne pas confirmer quelque charge que ce soit et je vous demande de laisser Rodrigo Duterte retourner aux Philippines, non pas pour gouverner, mais simplement pour finir ses jours en paix chez lui, dans sa maison modeste à Davao. Et sur ce, Madame la Présidente, j'en ai terminé. Je tiens à vous remercier pour votre patience et remercier les partis ainsi que les participants et surtout mon équipe, Dov Jacobs, Nick Setti, Sandrine de Sena, Davide Redkati, Alexandra Devedapi, Rousseau et Kelin Chen, qui ont travaillé sans relâche au cours d'une année pour une cause unique, c'est-à-dire servir les intérêts de M. Rodrigo Duterte fidèlement. Merci beaucoup, Maître Kaufman. La Chambre, mes collègues et moi-même, a le devoir de rappeler 2 questions.
Premièrement, la question des expurgations que vous avez mentionnée maintenant, elle a déjà été soulevée par la défense et la Chambre avait répondu dans une décision de 20 février 2026 et on a rejeté les propositions de la défense à cette époque. Le numéro de décision est 388. Aussi, il faut dire que le principe d'égalité des armes est assuré par le fait que la défense a l'accès aux informations expurgées et que ce principe, comme on le sait très bien, ne s'applique pas vis-à-vis du public. Deuxième question, vous avez invoqué la question de la santé et de la capacité du suspect. Cette question, comme vous avez déjà bien précisé, a été déjà adressée par la Chambre et la défense ne doit pas faire des soumissions à cet égard maintenant, car ce n'est pas le lieu approprié et la décision a été déjà disponible publiquement. Je vous remercie beaucoup et avec ça, on conclut l'audience de confirmation des charges dans ce dossier. Je remercie les participants, les parties ainsi que nos interprètes. Vous voulez parler, Monsieur Nichols? Monsieur Nichols, lorsque cela vous conviendra, Madame la Présidente. Oui, merci, Madame la Présidente. Je ne voulais pas soulever d'objection. Je voudrais vous demander de ne pas tenir compte de tout ce que son client aurait dit parce que ce n'était pas une réponse aux arguments, alors que cette réplique, ces 30 dernières minutes, était censée être une réponse aux arguments. Vous l'avez dit aux pages 24 et 25 de la transcription d'aujourd'hui, paragraphe 9 de votre ordonnance relative à la conduite de la procédure. Deuxièmement, mon contradicteur ne peut pas témoigner au nom de son client ou faire des discours au nom de son client. Cela est régi par l'article 67H. Si son client voulait venir, il aurait pu le faire. Il a choisi de ne pas le faire. Il aurait pu venir ici et parler de ce qu'il aurait souhaité, mais il n'a pas fait. Maître Kaufman a parlé de oui-dire toute la journée, il s'en plaint. Ce n'est pas fiable, mais au-delà du fait que ce n'est pas fiable, si Duterte voulait s'adresser à la Cour et à la galerie, il aurait dû venir, il devrait venir et faire une déclaration. Il ne devrait pas le faire par le truchement de son conseil. Alors je vous demanderai d'accorder 0 poids dans votre appréciation à ces propos-là. Merci, Madame la Présidente. Donc maintenant, la Chambre, vous voulez parler, Monsieur Kaufman? Maître Kaufman, non, pas encore une fois, Madame la Présidente, mais je crois que la défense a le droit de répondre et je vous remercie de m'accorder la parole. Je dis à M. Nichols que ce n'était pas un témoignage, c'était simplement une explication du fait qu'il ne soit pas venu à l'audience. Il respecte énormément votre Chambre, mais il a des arguments que nous n'allons pas répéter à nouveau. Ils sont déjà établis. Ce n'était pas un témoignage, je puis vous en assurer, M. Nichols. Merci beaucoup. Donc maintenant, la Chambre va se retirer pour ses délibérations et va rendre une décision conformément à la confirmation des charges portées à l'encontre de M. Duterte dans un délai de 60 jours imparti à la norme 53, paragraphe 1 du règlement de la Cour. La Chambre, les parties et les participants vont se retrouver cependant dans ces salles d'audience à 14 heures pour une audience consacrée à la détention de M. Duterte. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.